C'est toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Eliyahu Berda Ben Marcel Zechron Levracha. Question de Gad. J'aimerais savoir pour nous les Français, est-ce que c'est mieux de vivre en Israël ou de rester en France? Très bonne question, très actuelle, qui mérite un petit développement parce que il y a beaucoup d'avis qui partent un peu dans tous les sens. Et on ne peut pas se permettre, nous, petits que nous sommes, je parle pour moi-même, de dire quelque chose sans prendre en compte ce que disent les grands. Les grands d'Atora, il n'y en a pas 40 000, il y en a 2 ou 3. Et ils s'accordent plus ou moins à dire la même chose. Je prends l'avis des deux grands rabbs que nous avons aujourd'hui dans le peuple d'Israël, le Rav Steinman et le Rav Chaim Kanevski. Que lui allonge leur vie, B'ezrat Hashem. Rav Chaim Kanevski dit toujours de monter en Israël. Et lorsqu'il y a eu la guerre cet été, et donc évidemment en France, il y avait des émeutes, etc., il y avait quand même un certain danger, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée au Rav Chaim Kanevski et au Rav Steinman, auxquels les deux ont répondu. La lettre, elle était à peu près comme ça. Actuellement en France, il y a un danger pour les Juifs de France. Est-ce que on dit aux Juifs de monter en Israël, sans distinction, monter en Israël, ou bien on leur dit chacun au cas particulier, il faut analyser qui, quoi, comment, donc où. Alors Rav a dit au cas particulier. Alors Chaim Kanevski, pendant 1 minute, il a regardé la feuille, j'ai envoyé ça par un envoyé, et à la fin il a dit qu'ils viennent en Israël. J'en ai déduit, j'ai mis les deux avis sur le blog du site Leava, que l'un disait venez, et peu importe, et tout ira bien vers Hashem, et le Rav Steinman qui dit non, on ne peut pas dire à tout le monde de venir, parce que pas tout le monde peut venir. Quand j'ai mis ça sur le blog, il y a un monsieur que je connais, qui est très proche de Rav Chaim Kanevski, qui m'a dit, comment tu mets un truc pareil? C'est pas clair qu'il a dit comme ça. J'ai envoyé une lettre, le type il n'est pas idiot, il a retourné la réponse, et voilà, c'est tout, il m'a donné les moindres détails. Il a même tourné la feuille pour voir qui lui a écrit. J'ai pas signé, j'ai mis comme ça une question, il a même tourné pour voir qui a envoyé cela. Une semaine plus tard, il m'envoie une lettre du petit-fils du Rav Chaim Kanevski, me disant que pendant 1 semaine, il a fait la navette entre le Rav Steinman et le Rav Chaim Kanevski pour savoir quelle était la réponse commune aux deux. Alors, ils ont fait une réponse commune aux deux, et le petit-fils a écrit comme ça. Le Rav Chaim Kanevski, le petit-fils du Rav Chaim Kanevski, il a écrit: ce que mon père dit de monter en Israël, ce n'est pas à cause de la situation dangereuse pour les Juifs en France, parce que la Mishnah, t'as une Mishnah dans la fin du traité Ketubot qui dit Akol ma'alin eretz Israël. Tout le monde monte en Israël. Et donc, il y a une mission d'habiter la terre d'Israël. Donc, moi, je dis, monter en Israël, c'est indépendamment de la situation de sécurité des Juifs ou d'insécurité des Juifs en France. Il faut monter en Israël, point barre. Juste pour votre petite information. C'est donc le traité Ketubot, page 110b, où est écrit cette Mishnah. Et elle est tranchée la halakha. Elle est tranchée la halakha. Là-bas, la Gemara, elle développe cela. Et elle dit la chose suivante, qui est tranchée dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, Tome Even Haezer, chapitre 75. Une chose stupéfiante. Qui dit comme ça, que d'ici, il y a un couple. Un veut monter en Israël, l'autre ne veut pas. Le monsieur, il veut monter en Israël, la femme ne veut pas. Alors, il peut divorcer de sa femme sans lui donner la Ketouba. La Ketouba, c'est que si on divorce une femme sans bonne raison, on doit lui donner une somme d'argent conséquente qu'on s'est engagé à donner lors du mariage. S'il veut monter en Israël, elle ne veut pas, il peut la divorcer sans la Ketouba. Et même le contraire, si elle veut monter et lui ne veut pas, elle demande son guet avec la Ketouba, et lui, il reste à l'étranger, elle monte avec sa Ketouba en Israël. Idem, cette loi aussi dans le cas d'Israël pour monter à Jérusalem. Même chose exactement. Entre quelqu'un habite la Easter Tel Aviv, d'accord, il veut monter maintenant à Jérusalem, la femme en a marre de voir des mini-jupes, etc., elle veut monter à Jérusalem, lui dit, moi j'aime bien les mini-jupes, et c'est comme ça, mon cher ami, c'est compréhensible, celle qui dit ça, d'accord, mais même dans le sens contraire, c'est lui qui veut quitter Tel Aviv, ce qui est normal aussi, elle veut pas, dans ce cas-là, même halakha. C'est le Shulchan Aruch. C'est une loi, qui fait partie de la Torah. Il se peut que
on pourra adoucir, essayer de... Je sais pas dans tous les cas qu'on tranchera ainsi. Il ne faut pas prendre cela à la Khalema Assez en tant qu'une loi rigide, sans appel. Ça te montre néanmoins que la Torah va dans ce sens. Donc Rav Chaim Kanievski, qui est un grand Torah, il dit, moi, c'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Dieu dit, faut monter en Israël, point barre. Pourquoi est-ce qu'on fait la navette entre lui et le Rav Steinman? Le Rav Steinman, il dit une chose tout à fait normale. Pas tout le monde peut monter en Israël. Et là, le point important. Il faut comprendre que le monde orthodoxe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est sioniste. La Torah est sioniste et on veut, la Torah, ça fait 2000 ans que nous rêvons de remonter en terre d'Israël. Tous les grands de tous les temps ont voulu monter en terre d'Israël, la gamme de Vilna, le Chavetz Chaim, etc. Et beaucoup de grands sont montés. Aujourd'hui, la Torah est en Israël. C'est clair que la place des Juifs est en Israël. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Ça, c'est au niveau idéal, pratiquement. Et là est la question. Pas tout le monde peut venir en Israël. Pourquoi? D'abord, techniquement, on va aller du plus simple au plus compliqué. Techniquement, quelqu'un maintenant, je sais pas, il a un travail, il a 35 ans, il a une famille de 3-4 enfants, il ne parle pas l'hébreu, il a un travail en France. Tout va très bien dans le meilleur du monde. S'il vient ici, en Israël, il n'a rien. Il va venir ici, qui me dit qu'il a un travail? Il va rien trouver. Maintenant, ça c'est une raison qu'on prend pour dire, ok, qui tente le coup. Après tout, si la sécurité devient vraiment manquante en France, peut-être qu'il faut vraiment monter en Israël. C'est un autre cas. Le monsieur, il a 50 ans, sa mère a 75 ans, elle est malade, on ne peut pas la déplacer, elle est soignée en France, gratuitement par l'État. Elle vient en Israël, ici, personne ne la reçoit, elle ne peut pas être soignée, etc. Bye bye maman, je pars en Israël, débrouille-toi, crève tout seul. On peut dire une chose pareille à quelqu'un? On peut dire ça à quelqu'un. Ça c'est au niveau technique, facile à comprendre. Au niveau beaucoup plus profond, important et délicat. Comment expliquer cela? En France, les juifs qui s'identifient en tant que juifs, qui fréquentent la communauté, sont plus ou moins préservés. Il y a bien sûr un grand danger d'assimilation, et toi peut-être religieux, mais peut-être que tes enfants, petits-enfants sont avec une goya, et c'est vrai, il faut prendre ça en considération. Il ne faut pas croire qu'en venant en Israël, les choses vont s'arranger. Au contraire, très souvent, pas toujours, mais là c'est extrêmement compliqué. Et c'est pas un petit qui peut trancher, c'est qu'un grand d'Israël qui peut trancher. En Israël, on va commencer par la France. En France, étant donné qu'il y a la communauté, on se serre les coudes. On est ensemble, en face, il y a les non-juifs, qui d'habitude sont antisémites, pas toujours, mais il y en a beaucoup en tout cas, et il y a nous. Il y a eux et il y a nous. C'est-à-dire que le juif, même s'il n'est pas trop pratiquant, il s'identifie à la communauté, il fréquente la communauté, et forcément, il est influencé en bien de se rapprocher de la Torah. Il commence à manger cachère, il vient Shabbat à la synagogue, il écoute des cours, etc. Ici en Israël, il n'y a plus eux et nous. Les goïms antisémites en Israël, ils sont l'autre côté de la frontière. L'autre côté de la frontière. Tu as des barbelés, des champs de mines, et on ne peut pas passer. D'accord? On est entre juifs. Et il vient ici en Israël, et il voit qu'on peut être juif sans être religieux. J'ai rencontré dernièrement un ami à moi qui a fait une brit mila à une dame mariée à un non-juif en France. Une brit mila au fils d'une dame mariée à un non-juif en France. Assimilé, dans un bled. Puis elle lui dit, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Nessia Tova, bon voyage. Je lui dis, vous parlez l'hébreu? Ouais, j'ai fait 12 ans d'école juive. Ah, comment t'es marié avec un non-juif? J'ai fait 5 ans à Tel Aviv. J'ai compris qu'on pouvait être juive sans être religieuse. Et ça, le grand danger. D'autant plus que l'agence juive, elle est plutôt de gauche. Et tous les jeunes, enfin, pas tous les jeunes, mais beaucoup de jeunes gens, je le sais, ils arrivent très souvent chez moi à la yeshiva. Quand ils arrivent, on les met dans un kibbutz. Quel kibbutz? Pas un kibbutz religieux, on appelle ça religieuse. Quoi? Parce qu'il y a une synagogue. Mais c'est pas religieux. On les met dans le kibbutz où était mon père quand il était jeune, Mishmar Haemek, c'est Shomer Hatzaïr. C'est gauche à la base anti-religieux. On mange pas cachère là-bas.
Un qui est venu dernièrement, il va venir cette semaine à la Yeshiva. Il vient c'est pas le premier, qui vient de ici près de Jérusalem, Kibbutz Tsoba. Tsoba, non religieux. Attends, tu es dans un environnement non religieux, entre juifs, en Israël. Ben, si tu n'es pas très fort en Emouna, eh ben, tu quittes la Torah, tout simplement. Tu quittes la Torah. Et des milliers de juifs francophones qui sont venus ici en Israël, qui étaient plus ou moins religieux et qui auraient pu monter, et peut-être en France, ils seraient plus montés en Torah, ils ont tout perdu ici. Ici, pas eux, leurs enfants. Ça, c'est un deuxième point important dont il faut parler. C'est très délicat, hein. Parce que des fois, c'est bien. Des fois, au contraire. Des fois, il y a des gens qui viennent ici, ils étaient moitié-moitié en France, et ils ont commencé, oui, à monter. Donc, c'est pas nous qui pouvons choisir. C'est vraiment, il faut que chacun pose la question à un gadol. Est-ce que vous me conseillez à moi de monter en Israël? Oui ou non? Il y a des cas où c'est oui, des fois, des cas où c'est non. C'est très dur de trancher parce que des fois la personne pourra monter, c'est dommage qu'elle reste en France. Viens, monte en Israël. Monte en Israël. Quand je dis monter, c'est monter spirituellement. Pourquoi on veut cette terre? Le but, c'est pas de manger des falafels et puis être entre nous et aller à la mer au mois de mars parce qu'il fait beau temps plus qu'à Paris. C'est pas ça le but de la terre d'Israël que nous rêvons depuis 2000 ans. C'est parce que c'est le palais de Dieu. C'est l'endroit où on peut monter en Torah, se rapprocher de Dieu. C'est vraiment ça. Et si on monte dans cette optique qu'on se rapproche de Dieu, excellent. Mais, des fois, c'est pas le cas. Et quelqu'un quitte les France maintenant parce qu'il se sent moins en sécurité là-bas, il vient ici. D'abord, comme a dit le Rachamad très intelligemment, t'as autant d'attentats ici, si pas plus. On n'est pas en sécurité non plus ici. Mais même, admettons qu'on est plus en sécurité, ok, mais qu'est-ce qui est essentiel? Sécurité physique ou sécurité spirituelle? Spirituelle. Ici, si tu quittes la Torah, ben ça ne valait pas la peine de rester ici. Il y a le mishabité la terre d'Israël. D'après certains décisionnaires, le Ramban, c'est d'Oraïta. D'après, c'est le mishabité de la Torah. D'après le Rambam, c'est des Rabbanan. Et même pas de monter. C'est que si tu es ici, tu n'as pas le droit de repartir. Alors c'est une très grande mitzvah, mais ça reste quand même une mitzvah, au plus d'Oraïta positive. Shabbat, c'est une loi négative, c'est beaucoup plus important, qui est sanctionnée par, à l'époque du temps, de lapidation. C'est beaucoup, beaucoup plus grave, ça n'a rien à voir. Donc c'est comme me dit maintenant, j'ai le choix ou bien d'être Shomer Shabbat en France, ou bien d'être Mechalel Shabbat en Israël, reste en France. Il n'y a aucune question là-dessus. L'étude de Torah. Quelqu'un me pose la question dernièrement. Moi, j'enseigne maintenant en France. J'enseigne la Torah. Je ne suis pas un grand religieux, je ne suis pas orthodoxe. Je suis un moitié-moitié, on va dire, un religieux traditionnaliste, d'accord, un peu plus religieux, mais pas orthodoxe. J'enseigne la Torah toute la journée. Je viens ici, maintenant, je ne vais pas enseigner mon niveau par rapport à Israël, c'est rien, c'est nul. Donc je vais faire un autre métier. Qu'est-ce qui est préférable? Il n'y a aucune question là-dessus. L'étude de Torah, c'est la plus grande de toutes les mitzvot. Il est écrit que Dieu est prêt à pardonner l'adultère, l'idolâtrie et l'assassinat, mais pas bitul Torah. Tu vois maintenant que quelqu'un peut étudier et n'étudie pas. Reste en France, tu es la plus grande mitzvah du monde. C'est vrai qu'une étude de Torah en Israël vaut plus qu'une étude en France. Mais une non-étude en Israël est très dommage par rapport à une étude de France. Mieux vaut étudier en France. Ou bien des gens, des fois, ils peuvent étudier en France à plein temps. Ils ont les moyens techniques de le faire. Ils viennent en Israël, ça sera un mi-temps. Mais ils vont rester à plein temps là-bas. C'est clair, il n'y a aucune discussion là-dessus. Parce que la mitzvah de Torah, l'étude de Torah est extrêmement grande. Donc il y a un prix à venir en terre d'Israël. Pourtant, même si la personne va venir monter en terre d'Israël, elle va monter, etc., comme je dis, les bonnes conditions, elle va monter, elle a un travail, elle va monter en Torah, c'est un tremplin pour se rapprocher de Dieu. Excellent. Et les enfants. L'expérience, hélas, a montré que beaucoup d'enfants de francophones qui viennent ici n'arrivent pas à se faire à la mentalité israélienne et partent en cacahuète. Et il y en a des centaines, voire des milliers. Le monde israélien est extrêmement compartimenté. Il faut comprendre cela bien. C'est un point très sensible. En France, quand il y a la communauté, tu es juif à la communauté, quel que tu sois, tu es traditionnaliste, tu es orthodoxe, tu es avec nous, on est la même entité. Ici, on est entre juifs, donc forcément, il y a une compartimentation. Tu as les anti-religieux, tu as les neutres, laïcs, non religieux, tu as les traditionnalistes qui font un peu, tu as déjà Shomer Shabbat, mais cool. Après, on rentre déjà dans l'orthodoxe, moderne, après orthodoxe, et super orthodoxe, après même carrément, comment appeler cela? D'accord, ultra orthodoxe. Le problème, c'est qu'ici, en Israël, si tu n'es pas du monde orthodoxe, tu dois aller à l'armée. Et l'armée en Israël, c'est un melting pot. On est mêlé pendant 3 ans, de 18 ans à 21 ans, avec beaucoup de gens. Et très souvent, les gens qui rentrent religieux à l'armée sont de l'armée non religieux, ou extrêmement diminués, et on connaît des... Moi, j'étais à l'armée, j'étais prof à l'armée, d'accord?
fois, j'ai reçu une classe de 40. J'avais un cours de 4 mois. 4 mois, un certain cours que je donnais. J'ai reçu 40 élèves avec kippa sur la tête. Au bout de 4 mois, il n'y en avait plus qu'une kippa sur la tête. Phénoménal. Phénoménal. Ça, c'est dans le cas où on est mêlé à des non-religieux. Les non-religieux, de quoi ils parlent? De filles. C'est normal, d'accord? Un garçon, de quoi il parle? De filles. Attends, un type religieux, qui ne sait pas quoi, où il essaie de ne pas penser aux filles, de ne pas regarder les filles, de ne pas sortir avec les filles. Et tous les jours, on parle de filles, il y a des posters aussi dans toutes les chambres, d'accord? Et il ne tient pas le coup. Il tient pas le coup. Attends, vous me direz maintenant, il y a des unités religieuses aussi. Mais là aussi, les gens perdent énormément. Il faut comprendre que l'essence du peuple d'Israël n'est pas l'armée. L'essence du peuple d'Israël, c'est l'étude de Torah. Et c'est ça le grand critère de victoire de l'armée. Pour cela, dans le monde orthodoxe, nous conseillons aux gens de ne pas aller à l'armée plutôt et d'étudier. C'est plus important. De plus, à l'armée, comme je dis, il y a beaucoup de dangers. Donc tout celui qui n'est pas orthodoxe, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'armée, il est en danger. Pas dans tous les cas. Il y en a qui ont réussi à faire l'armée et ressortir normaux. D'accord? Il y en a aussi. Mais il y a un grand danger. Et même si ce n'est pas l'armée, comme je dis, la mentalité israélienne est extrêmement compartimentée et dure. Dans le monde orthodoxe, par exemple, on n'est pas les étrangers. T'es français, déjà on te regarde de travers. C'est très difficile. Moi j'ai quitté la France pour être avec mes frères, tac, on me regarde différemment. À des endroits bien, mais des endroits qui ne sont pas bien aussi. C'est difficile, c'est difficile. Donc, quelqu'un qui est bien en France et qui peut monter en Torah comme il faut, et quand il vient ici, il y a beaucoup de points d'interrogation, pourquoi prendre un risque? Vous me direz, la mitzvah de monter en Israël, que je vante, je suis un grand sioniste. Et j'aime la terre d'Israël. Moi, j'ai quitté 3 jours après mon bac, j'étais ici en Israël. Je viens d'une famille. Mon père, il a fui la maison à l'âge de 14 ans pour venir en Israël. Mon arrière-grand-père, c'est du côté paternel, du côté maternel. Mon arrière-grand-père, il a quitté toute la communauté. Avec toute la communauté, il a quitté Boukhara, il est venu à d'autres chameaux, créer ici un quartier à Jérusalem. Donc on est c'est dans l'autre sens. J'aime la terre d'Israël. Je vais à mon dîner de gala, moins de 24 heures en France. Pour pas être trop à l'étranger. Je prends le vol de nuit. Des fois, après les séminaires, je prends des vols de nuit. J'étais esquinté pour pas rester une nuit de plus à l'étranger. Donc on est très sioniste. Mais il y a un prix à tout. Si maintenant je dois sacrifier mon identité juive, ma Torah, mon judaïsme, l'éducation des enfants pour la terre d'Israël, la réponse, elle est non. Regardez, le rabbi de Kalov, que Dieu l'envoie réfléchir, le rabbi de Kalov, qui est un grand monsieur, il interdit aux familles qui ont des enfants de plus de 5 ans de monter en Israël. Il dit, vous n'allez pas réussir leur intégration. Il a une expérience. Il suit des centaines de personnes qui montent en Israël. Et quand il y a les élèves, moi je le vois, ils vivent dans des écoles juives tout petits, jusqu'au bac. Au bac, alors maintenant on voit beaucoup de jeunes qui viennent faire un bac, qui viennent faire une année de yeshiva parce que les parents les enlèvent, parce que ça très bien. Et s'ils vont directement à la fac, ils sont fichus. Catastrophe. C'est une catastrophe aussi, parfois. Il ne faut pas croire aussi qu'à Paris, il y a énormément de gens religieux. On se base sur le 19e, 20e et tout, mais il y a un sondage qui a été fait depuis combien de temps, même par le consistoire, sur 500 000 juifs, s'il y a 80% d'assimilation. C'est vrai. Je répondrai 2 réponses. D'abord, je suis d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous pour 2 raisons. D'abord, un juif qui va à la fac et qui commence à fréquenter des non-juifs, etc., ils se sont juifs. Il a une petite attirance, un petit quelque chose qui peut rester, on va dire. Il vient en Israël et risque de devenir anti-religieux. Ici en Israël, si on n'est pas dans le monde orthodoxe, même si on est Dati Leumi, déjà Dati Leumi, ils sont anti-orthodoxes. C'est comme ça. Orthodoxe, notre façon de comprendre, c'est la façon qu'il faut être un bon juif. Un bon juif qui pratique la Torah sans concession. C'est ça la définition du mot orthodoxe. Quelqu'un qui rajoute à Dati Leumi, je suis religieux mais aussi nationaliste, ou bien je suis traditionnaliste, c'est déjà un moitié-moitié. En Israël, il y a une guerre. Et les premiers temps, tous les juifs, on est copains. Au bout d'un moment, la politique va faire que le type, il devient maintenant militant anti-orthodoxe. Et là, il perd sa place dans la Maba. Le mouvement Dati Leumi, d'accord, dans les dernières élections, ils se sont alliés avec Lapid, qui Lapid est un homme des plus exécrables que le peuple juif, dans la mesure où il a décidé qu'il n'y ait plus de yeshivot. Il se bat pour qu'il n'y ait plus de yeshivot dans le peuple d'Israël. C'est un ennemi d'Israël. Numéro 1. Des gens qui s'appellent religieux se mettent avec lui,
C'est complètement fou. Maintenant, moi je connais des gens comme ça, des bons Français, qui sont, bon, il n'est pas trop religieux, alors il a voté Dati-Loumi. Il m'a dit après coup, mais si j'avais su, jamais j'aurais voté comme ça. Mais au bout d'un moment, on leur apprend à être comme ça. On leur apprend à être comme ça. C'est ça la vérité. Les orthodoxes, ce sont des gens dangereux pour l'État d'Israël. Dangereux. Ce qu'on entend dans les nouvelles, sans cesse. Les facs françaises aussi, elles sont très dangereuses pour les juifs. Par exemple, des facs de médecine, je vois à Lyon, des facs de médecine, elles sont très très dangereuses. Alors ça, c'est ma deuxième réponse. Maintenant, quelqu'un ici qui est non religieux, hein, il va aller à la fac. La fac israélienne est très dangereuse aussi. La fac israélienne est très dangereuse. C'est beaucoup d'Arabes là-bas. On ne fait pas. On voit pas. Hein? On peut avoir aussi des facs. Ça existe une fac séparée? Je ne connais pas la fac séparée. J'aimerais jamais la connaître. Hein? Machon Lev, c'est le seul endroit kasher. J'accepte. D'accord? Tout le reste, c'est pas séparé. Israélienne, et l'été, c'est 10 mois par année. D'accord? Donc, elles sont belles israéliennes. Et il y a les Arabes aussi. Beaucoup. En masculin et en féminin. Ici à Jérusalem, c'est énorme. L'État d'Israël favorise les études des Arabes. Pour être en médecine, ici, en Israël, au psychométrique, il faut avoir 720. Si tu es arabe, 520. En Israël. Donc il y a un danger. Attends, où est le danger? C'est que un non-religieux israélien, dont son grand-père était français, il est venu en Israël, il était traditionnaliste, son père, ils ont un peu encore le kidouche, vaguement, lui, plus rien après l'armée, allez, laisse-moi m'éclater, tranquille. Ok, non-religieux. Il ne sait pas c'est quoi les non-juifs. Ça veut dire, lui, quand il va manger, il sort au restaurant, il mange kasher. 99% des restaurants en Israël sont kasher, plus ou moins, je veux dire. On ne donne pas de la viande de porc ou de la viande qui a été tuée autrement que par égorgement rituel. Maintenant, il prend l'avion. Des fois, moi, je ne prends pas un El Al, c'est cher, je prends un France ou un Italien, d'accord? Je vois ces bons garçons israéliens, ils ne vont pas penser à prendre un repas kasher. Ils prennent ce qu'on donne dans l'avion. Déjà, dans l'avion, ils mangent taref. Ils viennent à Paris, ils vont sortir, ils vont manger normal. Vu que lui, il ne fait pas attention à manger kasher en Israël, il mange kasher malgré lui. Il sort avec des filles, malgré lui ou pas, la quasi-majorité sont des juifs. Maintenant, lui, il n'a pas les anticorps quelque part de... Il y a les goyim, il y a nous. Il n'y a pas kasher, il y a les non-juifs. Il ne connaît pas ça. Ce que ça prend à un juif en France de s'assimiler, ça prend quand même 2-3 générations entre le hyper religieux et l'arrière-petit enfant qui va à la fac et qui s'assimile. Ça prend, il y a une certaine dégression, d'accord, progressive. L'arrière-grand-père était super religieux, le grand-père fait encore un peu moins, le père encore moins, le fils, il s'assimile avec une goya. Ça prend 4 générations. Ces 4 générations en Israël, lorsque quelqu'un est ici non religieux, préservé parce qu'il vit avec des juifs et parce qu'il mange kasher, ça prend 4 heures. Le temps du vol pour Paris. Ou des fois 11 heures pour New York. Et il arrive là-bas, et lui, le chemin qu'ont fait d'autres en 4 générations, il a fait en 4 heures. Pour lui, il n'y a pas une question de passer avec une goya, il n'y a aucune question là-dessus. Elle est sympa, elle est belle, point barre. On mange ce qu'il y a à manger, point barre. Et ça s'est mis à la même vitesse. Il ne faut pas croire que venir en Israël ici, on est sauvé. Si on reste en Israël, ok, on sera préservé parce qu'il y a beaucoup de chances qu'on se marie avec une juive et qu'on mange kasher. Il y a combien de juifs aujourd'hui, d'Israéliens en Amérique? 4 millions, 5 millions, 6 millions, quelque chose comme ça. Presque autant qu'en Israël. Presque autant qu'en Israël. D'Israéliens. Qui partent en cacahuète, si pas eux, leurs enfants. Parce qu'on n'est pas religieux, nous. Donc on va à l'école laïque. Alors, il se passe exactement la même chose. Donc il ne faut pas croire qu'Israël, c'est toujours bien. Maintenant, je répète, il y a néanmoins une grande mitzvah d'habiter Israël. Très grande mitzvah. Celui qui peut, doit. C'est quoi qui peut? C'est ce qui peut qu'il faut bien définir. Si Israël devient un tremplin de rapprochement de Dieu, vas-y. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Le mouvement, on retourne en terre d'Israël. Fini. Et en plus, tu vois bien qu'en France, on n'est pas trop aimé. Alors, qu'est-ce que tu attends? Pars. Si tu viens ici maintenant pour partir en cacahuète, ou au niveau financier, tu t'en sors pas, ou au niveau pire, de l'éducation de tes enfants, ou toi-même maintenant, tu deviens un acharné du travail. En France, c'est facile d'être juif. Pourquoi? Parce que tu fais Shabbat, après tu as dimanche de congé.
Israël, il n'y a pas de dimanche. Dimanche à 7h du matin, tout le monde levé, à 8h, on est au travail. Alors c'est quand on dimanche de vacances de faire un tour avec la famille en voiture, voir un peu la campagne. Il n'y a pas. Il n'y a que Shabbat. Ah, je suis chômeur Shabbat. Et ben, Tintin, mon cher ami, tu l'auras pas. Ah, si c'est comme ça, ben, je fais pas Shabbat. On fait quand son tour en famille en voiture? Quand? Il n'y a pas. C'est beaucoup plus dur la vie ici. C'est beaucoup plus dur. Donc il faut bien savoir, est-ce que maintenant je vais monter en Torah ou pas? Donc il faut un bon quartier, avec des écoles adaptées, avec une communauté adaptée. C'est dur à trouver. C'est dur à trouver. Il y en a, mais c'est très, très, très peu. Très peu. Donc réponse, ma conclusion, je ne sais pas. Qui suis-je pour dire à quelqu'un monter ou pas? Quand c'est très clair qu'il n'y a rien à faire ici, reste là-bas. Quand c'est très clair qu'il n'y a rien à faire là-bas, monte. Et que tu vas t'arranger ici, monte. Quand c'est entre les deux, il faut poser la question à un grand d'Israël et lui tranchera. Des questions, messieurs? Tout à l'heure, quand vous avez parlé de Parnassa, quand vous avez dit que quelqu'un qui a une bonne Parnassa en France, il ne faut pas qu'il la quitte, parce qu'en Israël, ça va être plus difficile et tout. Ça dépend à quel point. Ouais, je sais que par mon père, il m'a toujours dit genre, que celui qui lui donne la Parnassa en France, il lui donnera la Parnassa en Israël. Oui, mais il faut être prêt. Et Dieu va aussi un peu construire une petite shtadlout. Si quelqu'un il a une très très grande émouna, alors Dieu l'aidera. Mais si il a un travail bien, et il vient ici, il a rien. Rien. Il n'aura rien. On va dire, il est, c'est pas moi, il est comptable en France. D'accord? Comptabilité française, c'est pas la comptabilité israélienne. S'il vient ici, hein? L'anglo-saxonne en Israël. L'anglo-saxonne, c'est différent. Alors, je ne sais pas s'il y a des équivalences et on peut des recyclages. Mais s'il n'y a pas de recyclage possible, alors le type, il a une situation, il vient ici, qu'est-ce qu'il a? Il va vendre des concombres. Et il tient le coup, il va tenir le coup, le choc, il faut tenir le coup, le choc, il y en a. Il y avait un très grand rabbin, Aboudi, je crois qu'il s'appelait. Il était juge au Beddin en Irak. Et en Israël, et vous savez, les juifs, comme ça, les grands sadiques, ils sont très humbles. Il est venu maçon, porter des pierres comme ça. Quelqu'un du coup, là, ils l'ont remis au Beddin ici en Israël. C'est un type il était prêt à être maçon. Je vais en Israël, ok, je construis des maisons. Ok, si on est prêt à ce type de sacrifice, comme beaucoup de juifs l'ont fait à l'époque de la création de l'État, quand nos parents sont venus ici avec un tapis rouge, en avion, on descendait comme ça, des histoires. Ils sont faufilés par des trucs, en clandestinité, ils arrivaient, c'était dans les kibbutzim, ils bossaient comme une vie d'enfer. Dans les tentes. Ok, si tu es prêt à ça, viens, baruch haba. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à cela aujourd'hui. On n'est pas aussi idéaliste qu'un temps. Donc si il accuse le coup, baruch haba, tu quittes la France en Israël, c'est gâteau. Rabbi Nachman de Brassav l'a dit, ça vaut la peine de payer toute sa fortune pour acheter un billet pour venir en Israël. Même pas certain qu'on va arriver. Toute sa fortune. C'est gadol, c'est énorme d'être en Israël, énorme. Mais pas tout le monde réussit. Et si le prix d'Israël c'est quitter la Torah, reste en France. Ceci dit, on va quand même finir avec une note positive. Je suis comme d'habitude, mais encore plus que d'habitude, comme d'habitude, convaincu que nous sommes extrêmement proches de la Géoula. Tout converge. Le monde part en cacahuète. On sent que c'est bientôt la fin. Et si ma chère vient, alors mieux vaut être ici, c'est clair. Donc, celui qui ne peut pas venir, d'après les critères que j'ai donnés, parce qu'on ne peut pas non plus compter sur le fait que ma chère vient et tout ira bien, qui reste en France, c'est pas pour longtemps. Très bientôt, on l'amènera avec le tapis rouge, avec ma chère Bezrat Hashem. Je raconte une petite histoire quand même pour vous montrer à quel point les choses sont imminentes. Mon voisin s'appelle X, Monsieur X. Il est très proche de Rav Chaim Kanevsky, aussi très proche de Rav Steinman. Bien qu'il habite Jérusalem, toutes les semaines il va là-bas, il est très proche d'eux. Il m'a dit, il y a quelque temps, que le Rav Chaim Kanevsky l'a délégué. Va voir le Rav Steinman de ma part et dis-lui, Kvod Maran Rosh HaYeshiva, son honneur, le Rosh HaYeshiva, le Rav Steinman, verra Mashiach. Le Rav Chaim Kanevsky a demandé à mon voisin de dire au Rav Steinman, sachez que vous allez voir Mashiach. Le Rav Steinman, il a 102 ou bientôt 103 ans. D'accord? Alors, jusqu'à 120 ans de la Hashem. Mais bon, pas tout le monde, on ne connaît pas de grands de la Torah qui a vécu 120 ans durant le dernier siècle. Donc, c'est clair que c'est imminent. Alors, ne pas se faire trop de mourants. L'essentiel, il faut bien comprendre. La terre d'Israël, en tant que fin, qu'en elle-même, n'est pas un but. L'Israël est un tremplin pour Torah. Si quelqu'un maintenant, il peut monter en Torah en France, qu'il monte en Torah en France.
S'il peut monter en Israël, c'est certain que c'est mieux. Mais s'il sent qu'il va stagner en Israël, ou pire, descendre, qu'il monte en France en Torah, c'est clair qu'il sera au premier loge pour Mashiach. C'est clair. Donc, je vais pas faire une histoire pour finir le délégué qui, pendant une semaine, a fait la navette entre le Rav Steinman et le Rav Chaim Kanevsky. Pour finir, ils ont fait donc une lettre commune qui est écrite par le petit-fils de Rav Chaim Kanevsky qui dit donc que son père, quand il monte en Israël, c'est pas parce que la situation est alarmante en France, parce qu'il est monté en Israël, mais donc la conclusion de cette lettre était, il faut chaque cas vérifier, donc aller au cas par cas, et voir si vraiment c'est conseillé pour la personne ou pas. Et qui allait voir pour prendre conseil? Le Rav Steinman. Comme ça, le Rav Chaim Kanevsky a dit dans cette lettre, on a demandé ainsi à son petit-fils d'écrire. En ce qui concerne les Juifs de France, avec la situation qui s'est passée donc après le Hyper Cacher et Charlie Hebdo, Rav Chaim Kanevsky a dit, chaque Juif de France qui prendra sur lui une mitzvah supplémentaire ne sera pas inquiété. Il y aura aucun danger pour lui. Donc, à bon entendeur, shalom. Ceux qui montent en Israël, que c'est bien pour eux, comme je dis, qui montent. Les autres qui prennent sur eux une mitzvah supplémentaire, se rapprocher de Dieu, c'est ça l'essentiel, c'est ça qui nous sauvera. Baruch Adonai, Amen.